Imaginez un peu sur une plage belge, un couple qui se promène le long des plages immenses de Belgique, où l'on ne voit la mer qu'entre les cabines de plage. Et ce texte-là, je l'ai appelé aussi sans aucune originalité, la plage. C'était sur une plage, au nord de la Belgique. Ils marchaient tous les deux des marches nostalgiques. Ils avaient dû s'aimer et ils s'aimaient encore. Une lourde sagesse leur affaissait le corps. Leurs pas les conduisaient à l'abri sous les dunes. Le soleil se couchait quand s'éveillait la lune. Sur le front de mer fermaient les boutiquiers. On était au printemps. La saison commençait. Arrivés à la dune, ils ont fait demi-tour. Ils se mirent face au vent en cette fin de jour. Le sable de la plage s'envolait en nuages, faisant plisser les yeux et cinglant leur visage. Ils ont fait se pencher leur silhouette en avant, ils se sont resserrés pour faire face au vent. Le rire d'un enfant les fit se retourner. On était en été. La saison s'avançait. Ils se sont arrêtés sur un banc métallique. Sur le kiosque là-bas grinçait une musique. Et tout en regardant les bateaux qui dansaient, il lui a montré un grand oiseau qui volait. Il a souri un peu. Il lui parlait tout bas comme pour un secret qui ne s'évente pas. Au fond de l'horizon, le soleil rougeoyait, c'était déjà l'automne. La saison finissait. Ils se sont relevés, une main sur les reins, et pour l'aider un peu, il lui tendit la main. Debout, face à la mer, ils se sont rapprochés. Des cabines de plage s'échappaient les pieds d'un touriste endormi, le nez dans son journal. Ils ont repris leur route d'un petit pas banal. Ni l'un, ni l'autre n'ont pu dire s'ils reviendraient. On était en hiver. La saison s'achevait. Alors la déchirure, c'est une histoire qui n'est pas seulement la déchirure, la séparation qu'on connaît entre des gens qui s'aiment, mais ça peut être aussi le fait de quitter un endroit qu'on aime, ça peut être aussi le fait d'être obligé de partir, de s'exiler. Voilà, c'est un petit peu tout ça qui est raconté dans l'histoire de la déchirure. Les volets se referment à la maison là-bas. Ils n'ont que des regards pour finir leur histoire, accrochés à leurs yeux. Et je crois que ce soir, ils ne se diront rien qu'ils n'ont dit autrefois. Ils ont des gestes tendres, enfin des tentatives. Une main hésitante au bras qui se dérobe, et cette hôte tremblante qui chasse sur la robe la mouche imaginaire, voletante et furtive. Elle a ses mouvements soulevant sa poitrine. Il a ses hésitations et toute cette retenue des cœurs qui sont perdus et qui se mettent à nu. Et son corps est tremblant sous la blouse trop fine. Je le regarde, il n'a pas dit une parole. Je la regarde, elle n'entend que le silence. Et moi je vois leurs yeux, l'échange est si intense que ce soir, j'en suis sûr, c'est leurs yeux qui se frôlent. Je les regardais, je crois qu'ils ne m'ont pas vu, tellement tendus qu'ils sont l'un vers l'autre, tellement absorbés par la tension de l'autre, ils sont seuls à savoir tout ce qu'ils ont vécu. Les volets sont fermés à la maison là-bas. Leurs bras se sont tendus, rencontre d'un instant, refermés l'un sur l'autre, intense et si puissant.
Et ce soir, je suis sûr qu'ils s'aimaient, ces deux-là. Je viens de l'Ouest avec mes mots pour dire ça va. Je viens de l'Ouest, de ces grasses pleines humides qui sentent bon les pommes, l'herbe verte, le calva, le regard clair des hommes, les filles aux yeux limpides. Je viens de l'Ouest, de ces plages normandes encore rouges du sang de milliers de soldats tombés au pied des dunes, des falaises trop grandes sous le feu des mitrailles, tombés les bras en croix. Je viens de l'Ouest, à l'ombre de l'archange, quand la mer le dispute au galop des chevaux, quand à la marée la couleur du ciel change, que le sable est mouvant en suivant les ruisseaux. Je viens de l'Ouest, des embruns de l'île de Chausey, de la baie des Calgrins, des plages de Coutainville. Je viens de l'Ouest, fouetté par le vent et les marées, où mes parents reposent dans le cœur de ma ville. Je viens de dire, Annie, il y a des moments où on marche pendant des jours avec les gens, ou à côté des gens. Puis un jour, il y a des chemins qui s'arrêtent plus vite pour certains. Un jour, en ce qui me concerne, ce fut le cas de Fernand. Comment te dire? Comment te dire encore? Les tomates au jardin continuent de mûrir, elles attendent ta main pour venir les cueillir. Et les roses au soleil vont bientôt se faner sans ton regard bleu ciel fait pour les regarder. Comment te dire? Comment te dire encore? Le feu en cheminée ne chauffe plus beaucoup, que ton souffle attisé comme ce jour où nous regardions le feu s'éteindre doucement. Nous en faisions un jeu. Il manque maintenant. Comment te dire? Comment te dire encore? Ton silence me dit, assourdissant, cruel, je ne suis pas parti, j'existe en irréel, au cœur de ta pensée. Je suis ce lourd secret que ton cœur fatigué a du mal à porter. Comment te dire? Comment te dire encore? Les tomates au jardin et les roses fanées, le feu qui s'est éteint, et puis ce lourd secret se pose sur ce cœur en instance de brisure. Il réveille mes peurs, saigne ma déchirure. Comment te dire? Comment te dire encore? Je vais demander à Marie-Dominique de bien vouloir venir et elle va nous interpréter. Alors j'ai dit bac, j'ai dit forêt, je ne sais plus lequel des deux qui veut démarrer, mais je sais Jean-Sébastien Bach. Voilà Marie-Dominique.
Bien, eh bien, on va pouvoir aller tranquillement se restaurer, on va aller chercher nos petits plats, tout ça, on va se casser une petite coupe. Et puis, on va continuer après. La soirée va finir. Poum, mon cœur fait boum pour un beau chevalier qui court sur le papier. Au pastel, j'ai croqué la robe de Cendrillon. Des dentelles, des ruchers, des rubans, des galons. C'est l'enfer. Lucifer plonge au fond du bocal et sème la panique au bal. Et puis j'ai enfilé les choses du chaboté, aux pieds de Bécassine qui ne pouvait plus danser. Chante chaperon rouge, j'ai un peu l'air d'une courge, mes pinceaux emmêlés. En riant aux éclats, j'ai semé la pagaille. Je prends la fuite, vaut mieux que je m'en aille. C'était la suite d'un petit voyage qu'on avait fait avec Chantal, mon épouse, à Paris, et nous étions allés faire quelques courses. Et puis il s'est trouvé que, comme souvent, mesdames, ça vous est à toutes certainement arrivé, quand on sort du resto, on oublie son sac, on oublie son foulard, son gilet, son pull, des choses comme ça. Son parapluie, son mari en général l'a pas oublié, il a déjà réglé les notes. Donc voilà, Marie, il attend dehors, dans ce qu'on appelle la contre-allée, il se promène, il attend. Et dans la contre-allée, eh bien, on réussit à voir des choses. Donc voilà l'histoire de la contre-allée. Musique. Profitez de la musique, elle est très belle celle-là. Nous avions choisi de marcher dedans la contre-allée. Le soleil de Paris réchauffait le cœur des passants. C'était une journée d'été où il faisait bon flâner. Nous étions à Bastille ou Charonne. Ça n'est pas important. Paris souriait de nous voir cheminer en nous tenant la main au milieu d'étrangers tendus vers nos deux mains qui offraient les leurs ouvertes en calice comme corolle. De leurs yeux tombait l'espoir d'un geste, d'une obole. Il était Rome et désespéré. Zigane au regard si bleu qui mangeait son visage brûlé de désespérance. Un feu consumait son corps qui jadis était noble, était beau, de cultures anciennes dont les nôtres avaient fait leur berceau. Et Paris, comme moi nous l'avions rejeté. Il attendait dos appuyé au mur loin de la contre-allée, un charter, un avion qui devait l'emporter ce soir. De mes yeux, dans cette contre-allée, il s'est mis à pleuvoir. Nous avions choisi de marcher dans cette contre-allée, sous la pluie de Paris glaçante pour le cœur des passants, une journée d'hiver où nous étions partis, le cœur léger. Nous étions à Concorde, une belle ville, ça n'est plus important. Ça s'appelle Pauvre Monde. Alors Pauvre Monde, j'ai écrit ça après les attentats de Toulouse et de Montauban qui ont fait les dégâts que l'on sait malheureusement. Moi je suis une mère comme les autres, une grand-mère comme les autres, tous les enfants du monde n'ont rien demandé, d'accord. Et c'est vrai que quand on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même un petit peu compliqué à accepter et surtout à gérer. Voilà. Donc ça s'appelle Pauvre Monde. Pauvre monde, où l'on pend haut et court la liberté des peuples pour asseoir la puissance de quelques mégalos, sans amour, sans raison, à la fois couards et pleutres, imbus de fatuité, la haine dans la peau. Pauvre monde, au grand cirque des mots, il y a des orateurs qui mentent sans vergogne et diluent nos consciences par des discours absurdes émaillés de terreur, indécente folie, meurtrière d'espérance. Pauvre monde,
où l'on arme le bras des enfants de 10 ans, abreuvés d'illusions, l'innocence fracassée, de nations déchirées aux couronnes en suspens, brisées par les tumultes et les rêves délabrés. Pauvre monde, de nos vies bien rangées à leur intolérable, de notre quotidien à leurs âmes écorchées, et l'ironie d'un jeu malsain, insoutenable, une guerre d'idées grevée de préjugés. Pauvre monde. Et que Dieu me pardonne ma rage et mes colères quand on tue tes enfants à l'aube du printemps. Faudra-t-il que les mères deviennent des guerrières avant que l'on en crève, avant la fin des temps? De différents descendants de Provence. Alors la musique, c'est pas un piano, vous allez reconnaître tout de suite, c'est autre chose. Donc cette histoire-là, elle est venue suite à des inondations. Il y a eu quelques années, il y a eu des inondations importantes en Provence. Et l'idée m'est venue à ce moment-là, ça s'appelle Les Taureaux. J'entends encore l'accent qui chante sa Provence, du Mistral et du vent qui souffle sur la France. Monsieur, quand elle parle d'elle, j'ai des larmes au cœur en voyant la ville d'Arles plonger dans le malheur. Le Rhône et la folie des hommes l'ont transformée en Marcanterre. On se croirait en baie de Somme, la Camargue n'a plus de terre. L'eau a traversé les digues, les oliviers sont en Hollande. À Marseille, il n'y a plus de figues, elle se languit dessus la lande. Monsieur, je parle d'elle, et des mots qu'elle disait. La nature est cruelle. Et je crois que j'aimais le pinceau de Cézanne qui caressait la toile au moulin de Gardanne. Monsieur, mes yeux se voilent. Il fait trop froid dans les Alpilles. Sous la montagne Sainte-Victoire, les oiseaux du sud s'éparpillent, désorientés de ne plus voir le vent qui soufflait il y a peu, iriser les lacs artificiels. Et combien c'est triste, monsieur, cette eau qui se mélange au ciel. Et les taureaux, monsieur, que disent-ils les taureaux à l'oreille des chevaux? Alors ça, c'était l'histoire d'une balade, cueillette de champignons dans les bois de Sologne. On s'imagine qu'il n'y a personne quand on va dans les bois comme ça. En même temps, il y a beaucoup de monde. Il y a toute une vie qu'on n'imagine pas. Et puis si on fait marcher un petit peu sa tête, on se dit oh non, mais je suis pas tout seul là. Hein. Voilà. Musique, par exemple. Alors ça s'appelle la chanson. Je suis entrée dans la forêt pour y découvrir ses secrets. Ceux bien cachés dans les ramures, ceux qu'on chuchote, ceux qu'on murmure. Bonjour, monsieur le champignon. Aux promeneurs, faites attention. Si vous montrez votre nez, vous finirez dans un panier. Et de girolles en cèpe blond, je m'enfonce dans la frondaison, un peu caché par les fougères, le pied léger dans les bruyères. Un écureuil file prestement, tient ses noisettes comme des diamants. Au doux chant des grillons des bois, 3 petits lapins dansent la polka. Dans la clairière, un arbre roux. C'est là-haut que dort le hibou. Du fourret sort un marcassin, à toutes pattes sur le chemin. Au loin, j'entends les cerfs bramer, et un renard à pas pressés, au terrier, mène sa marmaille pour de somptueuses ripailles. Quand la nuit bleuit la futée, il est l'heure, votre majesté. Le chêne bruisse dans le silence, et moi, je tire ma révérence. Aux hommes de bonne volonté, mon histoire j'irai raconter, pour qu'enfin, demain, vos enfants aiment leur forêt éperdument. De neige. Exceptionnel. Exceptionnel.
Et un matin, il y a quelques années, parce que là, je n'ai pas eu le temps de l'écrire et de l'imprimer, donc un matin, il y a quelques années, en ouvrant les volets, chez moi, d'ailleurs, vous pouvez voir, il y a une photo qui correspond à ça. Il y a une photo qui m'a donné une image, et c'est l'image de la femme de neige. La femme de neige, au soleil, affine sa silhouette. Les rondeurs superflues qu'elle avait renforcées dans le froid de la nuit, autour des hanches, auprès des cuisses, s'effacent doucement. Le rayon de soleil frise sur la neige des pores de glace. J'y vois le grain soyeux de la peau, la douceur de satin, le moirage d'une étoffe rare, quand la caresse se fait légère et douce. La femme de neige, au soleil, se découvre doucement, allongée, reposée. Elle laisse glisser des parfums d'elle. Le sein caressé par la bise laisse voir le bouton d'un perce-neige que mon souffle chaud va permettre d'éclore. Et son ventre respire au vent qui le caresse et ma main tremble qui se rapproche pour cueillir le bouquet de bruyère d'automne en fleurs qu'elle garde dans ses jambes. Des sautes de vent la font partir en chevelure. Elle brille au soleil, enveloppant au passage mon visage, tourbillon de blancheur, de fraîcheur, d'immaculé bonheur. La chaleur de la terre la fait monter là-haut vers le bleu. Bleu, tu m'as pris mon rêve, fais-le revivre encore. Regarde bien là-bas, c'est la femme nuage. Ses larmes vont rafraîchir ton cœur jusqu'au prochain hiver. Alors, les troubadours, c'est un souvenir de jeunesse. Ce sont des amis que j'avais bien avant de me marier. Comment dire, c'était des musiciens des rues, ils chantaient beaucoup dans le métro, sur le parvis de la cathédrale de Chartres, entre autres. C'était des gens qui s'adoraient, voilà. Et puis la vie a fait aussi que là, il y a un des deux qui a disparu. Vous allez comprendre quand je vais vous le raconter. D'accord. Donc ça s'appelle Les Troubadours. Je m'en souviens comme d'hier, quand la guitare en bandoulière, regard de braise, voix de velours, Pierre chantait des mots d'amour. Et dans sa robe vermillon, emportée par un tourbillon, en étendard, en oriflamme, Marie dansait, tout feu, tout flamme. Sous les vivats, sous les bravos, Juliette charmait son Roméo. Et la foule applaudissait ces deux enfants qui s'aimaient. Mais le bonheur s'est fait la belle, emportant Marie vers le ciel, jusqu'au pays des cerfs-volants, étoile filante au firmament. Un fou cogne sur son tambour, comme devenu aveugle et sourd. Son Pierre trébuche et puis se meurt, et dehors il y a la foule en pleurs. Bon, c'est un goéland qui se promène. D'ailleurs, il est en photo là-bas. Hein. Je l'ai vu plusieurs fois. Il est là aussi. Tiens. Il m'a accompagné beaucoup, donc il se promène, ce goéland. Il va nous faire visiter des endroits qui nous sont chers à plusieurs. Donc voilà, le voyage corse du goéland. C'est la fin du voyage. Le goéland tourne encore sur les mâts des bateaux. Une princesse aux yeux bleus lui offre son regard, son sourire, ses cheveux pleins de la rosée de la mer, et le jeune homme marche sur le ponton, mesurant la distance entre ses espoirs et la vie. Pourtant, la montagne
montagne, la mer, le bleu, les soirées pétanques, les rires des amis, le pastis, un peu, le rose écorce, le saucisson. Pourtant, les chemins caillouteux, l'eau fraîche d'un trou dans la montagne et les plongeons, et là-haut, le soleil chauffant la peau bronzée de la princesse aux yeux bleus. Pourtant, les regards d'amitié, les hommes et leurs chiens fidèles, dans lesquels on trouve tant d'amour, plus parfois que dans le regard des hommes, le goéland refait le voyage à l'envers, façon de retrouver le temps de l'espoir de jours pleins, de jours de partage, de complicité, d'amitié, d'amour et de tendresse partagée, donnée. Dans un dernier vol, le goéland enferme dans ses ailes les ruines antiques de Castello d'Araggio, les aiguilles majestueuses de Bavel, les falaises de Bonifacio, la montée difficile vers Lévi, la plage de Rocapine, le vent de Ventilène, le sable de Palombage, la source de l'Hospedal, le chemin de Bruzzi, la baie de Figari, le port de Pianotoli, et les soirées de Montilati, de Mela, de Cipolle, et les rires des amis. Dans le soleil couchant de Corté, j'entends encore son chant. I'm a poor lonesome cowboy. Son cri d'espoir et de désespoir mêlé. Tout, vous avez tout pour être heureux. Qu'attendez-vous? Il arrive dans le texte, dans la poésie, on a le droit, enfin moi je le prends, on a le droit d'écrire des mots qui n'existent pas, d'en inventer, de faire des néologismes. C'est le cas du texte qui vient, le néologisme permettant en utilisant plusieurs mots, d'en créer un qui va évoquer quelque chose de particulier. C'est le cas de ce petit texte-là, qui s'appelle « Syl-Mélodie ». Les fleurs au jardin éclatent les mottes de terre. Le soleil, si pâle encore hier, rebleuit nos maisons. L'odeur du sol qui revit redevient nature. Je pense à toi qui ne dors pas encore et te donne ces mots pour que ta nuit soit douce. Les herbes frémissent comme vagues de mer, des feuilles couleur verdure sortent des bourgeons, les insectes s'envolent au-dessus des pâtures. Je pense à toi qui ne dors pas encore et t'offre une musique pour que ta nuit soit douce. C'est la syl-symphonie d'un orchestre en tendresse. Et l'oiseau chante encore une syl-mélodie où les femmes sont comme autant de couplets dont tu es le refrain. Et ta syl-mélodie, c'est ma syl-maladie d'amour. Alors on a décidé avec Annie pour finir de faire ce texte à deux voix. Parce qu'on a commencé par des mots. Et les mots, si on les met tous ensemble pour raconter une histoire, au bout du compte, ça fait l'écriture. Donc le texte s'appelle l'écriture. Et si la solution était dans l'écriture, dans l'enchaînement des mots, dans le fait de coucher sur le papier nos pensées, les ciseler, les modeler pour qu'ils collent au plus près de ce que l'on voudrait dire à ce que l'on veut transmettre.
Et si la solution était dans cette écriture que l'on va soigner, rendre belle comme une amoureuse pour son amoureux, parée de ses plus beaux habits, de ses plus beaux bijoux? Et si la solution était à portée de nos crayons, de nos claviers, de nos écrans, de cette feuille blanche que l'on a tant de mal quelquefois à noircir, au point de faire blanchir les jointures des doigts, tellement serrées, comme sur le corps de celle que l'on aime, effleurant, caressant du bout de nos doigts les touches d'ivoire vibrantes de la vie qu'on leur donne. Et si la solution était dans cet échange entre celui qui écrit les mots et celle qui les lit, entre celui qui donne les mots et celle qui les reçoit? Et si la solution était dans ce partage de peines et de joies, de tendresse partagée, donnée et reçue, dans les doutes, les espoirs et nos trop-pleins d'amour cachés au dos des pages? Et si la solution était dans l'écriture, j'écrirais jour et nuit, à me brûler les yeux, à m'user les doigts, à me vider la tête et le cœur. Et Si la solution était au fond d'une fleur, je passerais ma vie à écrire au jardin. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Les livres avec les textes sont ici. Nous sommes prêts à répondre aussi à toutes vos questions. Et avant de passer au dessert, on va encore écouter un petit morceau de violon. On va demander à Marie-Dominique de venir nous rejoindre. Elle se dirige là-bas. Et là, cette fois, on va entendre Gabriel Fauré.